Neka était assise devant sa hutte, sur un banc en bois. Elle se demandait comment elle en était arrivée là, à vivre avec un homme comme Oka, un homme qui la battait. Son esprit vagabondait vers l'époque où on l'appelait la fille sauvage. Neka avait toujours été une enfant indisciplinée, faisant ce qui lui plaisait, rendant visite à qui elle voulait, à n'importe quelle heure de la nuit. Ses parents étaient stricts. Ils s'inquiétaient constamment pour elle, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus que de la sermonner. Ils avaient essayé de la contrôler, mais Neka était déterminée à vivre sa vie comme elle l'entendait. Un soir, à la buvette de vin de palme du village, elle rencontra Oka. Il était beau et séduisant, et Neka tomba amoureuse de lui. De fil en aiguille, Neka découvrit qu'elle était enceinte. Quand ses parents l'apprirent, ils furent furieux et déçus. La honte serait trop grande, car à cette époque, il était très rare qu'une jeune femme tombe enceinte en dehors de la maison de son mari. Pour éviter tout déshonneur, ils s'empressèrent de demander à Oka de payer la dot. Il n'y eut pas de véritable mariage, pas de célébration, seulement le paiement rapide de la dot, puis Neka fut envoyé vivre chez Oka. Au début, Neka essaya de tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie, mais il ne fallut pas longtemps avant que la vraie nature d'Oka ne se révèle. L'homme charmant dont elle était tombée amoureuse se montra contrôlant, et pas seulement. Il se révéla aussi violent. Il rentrait à la maison en colère et déversait ses frustrations sur elle, si bien que Neka se retrouvait constamment dans la peur. La première fois qu'il la frappa, elle fut stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qu'elle aimait puisse faire une chose pareille. Mais les excuses qui suivirent la déconcertèrent encore plus. Comment pouvait-il la battre, puis la minute d'après s'excuser et supplier son pardon? Et quelques jours plus tard, de nouveau, sa colère explosait et il la rouait encore de coups. Quel genre d'homme pouvait-il être? Oka suppliait toujours, promettant que cela ne se reproduirait plus. Neka voulait le croire, mais quelques jours après, une autre raclée avait lieu. Un soir, après une très violente raclée qui la projeta au sol, Neka comprit qu'elle devait s'échapper de cet enfer qu'elle appelait mariage. Elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi, mais partir n'allait pas être simple. Oka surveillait tous ses faits et gestes, et la peur de ce qu'il pourrait faire s'il la surprenait en train de fuir la paralysait. Pourtant, elle savait qu'elle devait essayer, pour le bien de son enfant. Le jour vint enfin où Neka mit au monde une belle petite fille. Mais au lieu de la joie qu'elle espérait, la situation empirait. Oka jeta un coup d'œil au bébé et déclara « Elle est trop noire pour être ma fille. Tu as couché avec d'autres hommes, n'est-ce pas? Naka in restabushbi. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle ne s'attendait pas à ce genre d'accusation. Elle essaya de se défendre, mais la colère d'Oka ne fit que grandir. Il la battit juste après son accouchement. Et cette fois-ci, ce fut brutal. Les cris de Neka résonnèrent dans la petite maison. Une nuit, après une raclée particulièrement vicieuse, Neka prit une décision désespérée. Elle avait tout planifié, abandonner son bébé dans un coin de brousse et rentrer chez ses parents, afin que l'enfant ne soit plus la cause des coups répétés de son mari Oka. Elle attendit donc qu'Oka tombe dans un profond sommeil, car il était rentré ivre ce soir-là. Elle rassembla silencieusement quelques affaires et enveloppa le bébé dans une couverture, puis elle se dirigea vers la lisière du village. Elle trouva une vieille poubelle dans la brousse et y déposa délicatement le bébé au milieu. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle murmurait une prière, espérant qu'une bonne âme trouverait sa fille et lui offrirait la vie qu'elle méritait. « Je suis tellement désolée, mon amour, » chuchota-t-elle, en l'embrassant sur le front. Elle lui adressa un dernier regard, le cœur brisé, avant de tourner les talons et de partir. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle priait pour que son bébé soit en sécurité et aimé. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle espérait qu'Oka dormait toujours profondément. Mais à sa grande surprise, il était déjà réveillé, assis au bord du lit. Il avait faim et n'avait rien trouvé à manger dans la maison. « Où étais-tu, femme? Je suis sûr que tu es encore allé voir l'un de ces hommes avec qui tu couches. Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture dans cette maison ?» Neka trembla, sachant qu'aucune réponse ne pourrait le satisfaire. « Je suis désolée, Oka, » dit-elle doucement. Il n'y avait pas d'argent pour acheter à manger aujourd'hui. Sa colère éclata comme un volcan. « Pas d'argent? Espèce de femme paresseuse, tu crois que tu peux rester là, sans rien faire, pendant que je meurs de faim? » Il se leva, les poings déjà serrés. Avant que Neka ne puisse réagir, le poing d'Oka heurta son visage, l'envoyant au sol. Il ne s'arrêta pas là. Il la frappa et la piétina à plusieurs reprises. Neka essaya de se protéger, mais c'était inutile.
Un coup violent envoya sa tête heurter le mur. Elle resta là, au sol, en proie à une douleur atroce. Oka finit par s'arrêter, à bout de souffle. Il la regarda avec dédain avant de tourner les talons et de quitter la pièce, en la maudissant à mi-voix. Neka parvint à ramper jusque dans un coin. Du sang coulait de la plaie sur sa tête. Cette nuit-là, allongée sur le sol froid, Neka pensa à sa petite fille. Elle pria pour que quelqu'un l'ait trouvée et qu'elle soit en sécurité. Ego était un agriculteur de 32 ans, originaire du village de Udel. Il venait de finir de planter des ignames dans son champ toute la journée et rentrait déjà chez lui, lorsqu'il décida de prendre un autre chemin, un sentier broussailleux. Il était perdu dans ses pensées à propos de sa fiancée. Il ne se fréquentait que depuis 2 semaines, mais il avait déjà l'impression de la connaître depuis des années. Il commençait même à imaginer leur avenir ensemble, et se voyait déjà fonder une famille avec elle. Les pensées d'Ego furent soudain interrompues par un bruit, un bébé qui pleurait. Il s'arrêta net, tendant l'oreille. Les pleurs continuaient, mais faibles. Le cœur battant, il regarda autour de lui, cherchant l'origine de ses cris angoissés. Suivant les pleurs, Ego se dirigea vers la poubelle. Plus il s'en approchait, plus les cris devenaient forts. Lorsqu'il arriva, il prit une grande inspiration et fouilla autour de lui. Là, au milieu de la poubelle, il trouva quelque chose enveloppé dans de vieux tissus. Un minuscule bébé, une fille. Son visage était marqué par la saleté et les larmes. Le cœur d'Ego se serra en voyant cela. Il ne comprenait pas comment on pouvait abandonner ainsi un bébé. Doucement, il la souleva de la poubelle, la berçant dans ses bras. Ses pleurs commencèrent à se calmer alors qu'il la serrait contre lui. « Hé, petite, tout va bien. Maintenant je suis là, murmura-t-il. Le lien qu'il ressentit envers ce bébé abandonné était plus fort que tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Il ne pouvait se résoudre à la laisser seule. Il vérifia sa température et chercha d'éventuelles blessures. Heureusement, elle n'en avait pas de visibles, mais elle avait de la fièvre et semblait très malade. Ego comprit qu'il devait agir vite pour l'aider. Il la ramena chez lui, dans sa petite hutte modeste. Ego n'avait aucune provision pour s'occuper d'un bébé, mais sa gentille voisine, Maman Keshi, qui avait un jeune enfant, aidait souvent ceux qui en avaient besoin. Il frappa à sa porte et lui expliqua la situation. Maman Keshi, choquée mais pleine de compassion, lui donna de la nourriture pour bébé, une petite couverture et des herbes pour soigner la fièvre. « Tiens, Ego, j'espère que cela t'aidera, » dit-elle. « Tu as bien fait de sauver ce bébé. » De retour chez lui, Ego nourrit soigneusement la fillette avec la nourriture que Maman Keshi lui avait donnée. Elle mangea avec appétit, ses petites mains agrippant le biberon. Une fois rassasié, Ego prépara un mélange d'herbes pour faire baisser sa fièvre. Il nettoya son visage avec un linge propre et l'enveloppa dans une couverture douce. Le bébé sembla se détendre. Ses pleurs étaient plus calmes. Ego la garda contre lui. Il savait que s'occuper d'elle ne serait pas facile, mais il était déterminé à lui offrir une seconde chance, une vie meilleure. Au fil des jours, Ego s'attacha de plus en plus au bébé. Il décida de l'appeler Ada, qui signifie « première fille » en Igbo, puisqu'elle était le premier enfant dont il s'occupait. Un jour, Ego était assis au bord de son lit, l'esprit occupé par de multiples pensées, mais un sujet le préoccupait particulièrement, sa fiancée, Nkiru. Il ignorait comment elle réagirait à cette situation. Alors le lendemain, Ego choisit de tout expliquer à Nkiru, espérant qu'elle comprendrait. En chemin pour aller travailler à la ferme, il passa chez elle et lui raconta. « Nkiru, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Elle leva les yeux, sentant son sérieux. « De quoi s'agit-il, Ego ?»« J'ai trouvé un bébé, il y a quelques nuits, » dit-il, en l'observant pour deviner sa réaction. Elle était abandonnée dans une poubelle. « Je me demande comment une mère peut faire ça à un enfant innocent et sans défense. » Nkiru, je ne pouvais pas la laisser là. Le visage de Nkiru passa de la curiosité à l'incrédulité. « Ego, tu n'es pas sérieux ?» répliqua-t-elle. Son ton était froid. « Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est même pas ton enfant. Quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Mais c'est moi qui l'ai trouvée, Nkiru, » protesta Ego. « Je me sens responsable d'elle. Je ne peux pas simplement tourner les talons et partir. » Nkiru croisa les bras, une lueur d'agacement sur le visage. « Et nous, alors? Et nos projets? Tu veux tout foutre en l'air pour un bébé que tu as ramassé dans une poubelle? » Ego se sentit déçu. Il avait espéré que Nkiru comprendrait,
mais sa réaction était loin de ses attentes. Nkiru, je ne jette rien aux orties, dit-il. Je sens juste que je dois faire ça. C'est la bonne chose à faire. Nkiru secoua la tête. Je n'arrive pas à y croire. Nous avions une vie à construire ensemble, et toi, tu veux prendre en charge un bébé qui n'est même pas le tien? Nkiru, ce n'est pas si simple. Je l'ai trouvé dans la poubelle. Essaie de comprendre. Quelqu'un l'a laissé là pour mourir. Je ne peux pas m'en aller et faire comme si de rien n'était. Nkiru hocha négativement la tête. Ego, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être avec un homme qui choisit le bébé d'une inconnue plutôt que sa propre fiancée. Le cœur d'Ego se serra. Il avait cru qu'Nkiru finirait par saisir la gravité de la situation. Mais clairement, elle ne voulait pas changer d'avis. Nkiru se leva, épousseta son pagne et déclara « Ego, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne sais pas si je peux faire partie de tout ça. » Le lendemain, alors qu'Ego se préparait à partir pour son champ, il fut surpris de voir Nkiru à sa porte. Elle n'avait pas l'air ravie, et il savait que la discussion serait difficile. Ego soupira, rassemblant ses esprits. « Nkiru, tu es déjà là de si bon matin. » Nkiru, sans attendre, répéta ce qu'elle avait déjà dit. Elle ne voulait pas de cette situation. « Comme je te l'ai dit, et je maintiens ma position. Je ne veux pas de cette histoire. Je ne veux pas du bébé. Nkiru, je ne jette rien ni personne. Ni toi, ni ce bébé. J'essaie de faire ce qui est juste. Ce bébé a besoin de moi. Je ne peux pas l'abandonner. » Les yeux de Nkiru flamboyèrent de colère. « Et qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont penser que je suis stérile ou que tu me trompes. C'est humiliant. Nkiru, ça ne nous concerne pas. Nous. Il s'agit d'un bébé innocent, abandonné et qui allait mourir. Comment peux-tu être si égoïste? » Répondit Ego, tentant de garder son calme. Nkiru répliqua presque en criant. « C'est toi qui es égoïste, Ego. Tu l'as choisi, elle, plutôt que moi. Tu préfères un bébé que tu as trouvé à la femme que tu fréquentes depuis des mois. » À cet instant, la patience d'Ego céda. Il n'en revenait pas de ce qu'il entendait. « Pourquoi dire une telle chose, Nkiru? Que je te trompe? Il s'agit juste de sauver la vie d'un enfant. » Le visage de Nkiru devint écarlate de colère. « Donc voilà, tu l'as choisi, elle. C'est évident. » Ego prit une profonde inspiration, essayant de se maîtriser. « Je choisis de faire ce qui est juste, Nkiru. Et si tu ne peux pas m'accompagner dans cette démarche, alors peut-être ne devrions-nous pas être ensemble. Je te croyais capable de compassion, mais je me suis trompé. » Nkiru le fixa, les yeux emplis de rage et de peine. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et sortit de la maison en courant. En passant la porte, elle se retourna et lança. « Ego, c'en est fini entre nous. Je ne veux plus jamais te voir, ni toi ni ce bébé. Épouse-la, fais ce que tu veux d'elle. » Ego resta là, partagé entre la colère et la tristesse. Il ne souhaitait pas que cela se finisse ainsi, mais il ne pouvait pas non plus abandonner Ada. L'image de ce bébé si vulnérable, laissé dans la brousse, le hantait. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, même si cela lui coûtait sa relation avec Nkiru. Le reste de la journée fut flou pour Ego. Il repensa sans cesse à sa conversation avec Nkiru. Il avait espéré qu'elle finirait par comprendre, par voir pourquoi il devait agir ainsi. Malheureusement, elle ne le soutenait pas. Après sa journée de travail, Ego rentra chez lui. Il trouva Ada, endormie paisiblement sur le lit. À cette vue, il ressentit une sérénité qui apaisa son cœur tourmenté. Il savait qu'importe la difficulté de la situation, il avait fait le bon choix. Au fil des jours suivants, Ego se consacra entièrement aux soins d'Ada. Il passait des heures à la nourrir, la changer, lui chanter des berceuses et lui parler. Les semaines se transformèrent en mois. Ego s'adapta à cette nouvelle vie. Au village, on commença à l'appeler « l'homme qui avait recueilli le bébé abandonné ». Si certains médisaient dans son dos, d'autres saluaient son geste. Ego, lui, ne prêtait pas attention au commérage. Il se concentrait sur Ada, déterminé à lui offrir la meilleure existence possible. La décision d'Ego de prendre soin d'Ada changea sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les villageois, d'abord moqueurs ou médisants, réalisèrent peu à peu sa générosité. Et la rumeur se répandit, on racontait la bonté de cet homme qui avait recueilli un enfant laissé pour mort. Bientôt, on le regarda avec un nouveau respect. Un jour, alors qu'il faisait ses achats au marché, une vieille dame l'aborda en souriant. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait pour ce pauvre enfant, » dit-elle en posant un panier de légumes frais dans ses mains. « Prends ça, c'est la moindre des choses pour t'aider. » Ego fut surpris.
Merci, grand-mère, répondit-il, profondément touché. Et ce n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, d'autres personnes vinrent aussi le soutenir. Elles lui apportèrent de la nourriture, des vêtements pour Ada et divers objets utiles. Certains lui donnèrent même de l'argent, tenant à ce qu'il l'emploie pour subvenir aux besoins de la petite. La réputation d'Ego comme homme bon se répandit, et cela s'accompagna de nouvelles opportunités. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son champ, un homme bien habillé l'aborda. « Ego, dit-il, je m'appelle Chef Okafor. J'ai entendu parler de ta situation et de ce que tu as fait pour ce bébé. J'admire ton courage. Je possède plusieurs terrains qui nécessitent qu'on les cultive. Serais-tu intéressé pour travailler pour moi ?» Ego n'en croyait pas ses oreilles. « Oui, monsieur, ce serait un honneur, répondit-il. À partir de ce jour, Ego trouva plus de travail qu'il n'en avait jamais eu. Il put engager des ouvriers pour l'aider. Les revenus supplémentaires lui permirent de mieux subvenir aux besoins d'Ada. Malgré sa charge de travail accrue, Ego ne négligea jamais ses responsabilités familiales. Il passait toujours le plus de temps possible avec Ada, la voyant grandir sous son toit. Ada était devenue la lumière de sa vie, et ses rires et ses sourires le réconfortaient, même dans les jours les plus durs. Un soir, alors qu'il se reposait dehors, Ada, qui était désormais une enfant pleine d'énergie, jouait. Elle trouva un petit trou près de la cuisine et se mit à creuser avec ses menottes. En creusant, elle tomba soudain dedans. Ses pleurs déchirants retentirent. Ego bondit, le cœur affolé, et accourut à l'endroit d'où provenaient les cris. Il trouva Ada au fond du trou, agrippant sa jambe et pleurant de douleur. Elle s'était foulée la cheville en trébuchant. Ego la prit délicatement dans ses bras et vit que sa cheville commençait déjà à enfler. Sans hésiter, il décida de l'emmener chez l'herboriste du village. Celui-ci habitait à quelques pas de là. Ego porta Ada, qui continuait de pleurer, les bras serrés autour de son cou. Lorsqu'ils arrivèrent, l'herboriste examina la cheville d'Ada et déclara « Elle devra rester alitée quelques jours, mais je vais te donner des plantes pour la douleur et l'enflure. » Ego ramena Ada à la maison, la déposa délicatement sur le lit et appliqua les herbes comme recommandé par l'herboriste, veillant à ce qu'elle soit confortable. Dans les jours qui suivirent, Ada resta au lit. La nouvelle de son accident fit rapidement le tour du village. Bientôt, les gens défilèrent chez Ego pour prendre des nouvelles de la petite et lui apportèrent de petits présents pour la soutenir. Parmi ces visiteurs se trouvait Oma, une jeune femme belle, à la peau foncée et au sourire chaleureux. Elle venait chaque jour rendre visite à Ada. Oma racontait des histoires drôles du temps passé, faisant rire Ada. Très vite, Ada s'habitua à Oma et apprécia sa compagnie. Ego remarqua les visites fréquentes d'Oma et lui en sut gré. Il l'observait raconter ses histoires à la fillette, qui riait de bon cœur. Quelque chose chez Oma l'attirait. Sa beauté n'était pas seulement extérieure, elle était surtout dans la bonté de son cœur. Au fil des jours, Ego se surprit à attendre les visites d'Oma autant qu'Ada. Ils commencèrent à discuter davantage, et il sentit grandir son affection pour elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le banc devant la hutte, Ego osa enfin exprimer ce qu'il ressentait. « Oma, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais. Je ne pourrai jamais te rendre toute la gentillesse que tu montres à Ada. » Oma sourit. « Ego, Ada est une enfant spéciale. Elle me right out le more possible. Je suis heureuse de pouvoir l'aider à ma manière. » Ego prit une grande inspiration, le cœur battant fort. « Oma, j'ai compris une chose. Tes visites, ta façon de t'occuper d'Ada, tout ça compte énormément pour moi. J'aimerais tellement que tu restes avec nous, que tu vives avec nous, et que nous passions le reste de nos jours ensemble. » Oma le regarda, les yeux brillants. « Ego, je tiens à toi aussi. Te voir prendre soin d'Ada, voir à quel point tu l'aimes, m'a montré quel homme tu es vraiment. J'admire profondément cela. » Pour la première fois depuis le départ d'Nkiru, Ego se sentit heureux d'avoir trouvé quelqu'un avec un cœur si généreux. L'accident d'Ada avait fait entrer Oma dans leur vie. Dès lors, ces visites furent encore plus fréquentes, et le lien entre Ego, Ada et Oma se renforça de jour en jour. Aider les autres peut apporter des bénédictions inattendues dans la vie. L'attention d'Oma envers Ada l'avait rapproché d'Ego et avait fini par donner naissance à une belle relation. Quant à Ego, sa décision de prendre soin d'Ada, de devenir son père, lui ouvrit de nombreuses portes. Malgré les aléas de la vie et tous ses hauts et ses bas, Ego avait fini par rencontrer des personnes sincères qu'il appréciait pour ce qu'il était. Nous voici à la fin de l'histoire d'aujourd'hui.
J'espère que vous l'avez aimé. Dites-nous ce que vous en avez retenu et ce qui vous a le plus marqué. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais jusqu'à ce jour-là, je vous demande d'être sage. Au revoir.